IDFM 98 de la Monde FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ce soir, on va être tous et toutes résistants dans l'âme. On va essayer d'éclairer le monde de demain avec le docteur Louis Fouché. Bonsoir Louis Fouché. Bonsoir Joël, vous allez bien? Merci beaucoup de me recevoir. Alors le docteur Louis Fouché est médecin anesthésiste réanimateur, diplômé en éthique médicale. Il est spécialisé en anthropologie et il est aussi l'un des porte-parole de Réinfo Covid, qui est un collectif de médecins, de scientifiques, de chercheurs, d'artistes et de citoyens. Il est interrogé dans ce livre par Stéphane Chatry, qui est l'initiateur de la chaîne vidéo éthique-tv.fr et de l'association Artivisme CA, qui ont pour objectif le partage des savoirs, la mise en œuvre de projets artistiques et pédagogiques militants, ainsi que le développement d'espaces naturels en permaculture. Il y a des petits dessins dans le livre qui sont faits par Benoît Flamec. On va parler de Covid sans en parler vraiment. Vous dites au départ que c'est bien pour cette crise parce que ça nous a permis d'apprendre plein de choses, d'apprendre à communiquer puisqu'on était en distanciation sociale. Ça nous a appris à faire des vidéos, à monter, à devenir des artistes quelque part. Tout à fait, ouais. Le Covid, en fait, c'est un point de départ. C'est comme un prétexte. Donc, c'est un prétexte douloureux, comme un symptôme brutal d'une maladie, mais c'est qu'un symptôme. C'est un symptôme d'une maladie beaucoup plus ample de l'ensemble de nos systèmes techniques et de nos systèmes politiques et de nos systèmes économiques occidentaux. C'est l'occasion d'une prise de conscience. C'est l'occasion de regarder en face quand on déplie le monstre. C'est pas que le Covid, c'est une crise sanitaire, d'accord, mais sur une population qui est déjà plutôt très malade et en mauvaise santé et qui prend pas soin d'elle-même et qui sait plus prendre soin d'elle-même parce qu'elle a laissé le soin aux multinationales de travailler à la médecine. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des savoirs sur comment se nourrir, sur comment faire attention à ce qui rentre à l'intérieur d'eux, comme information, comme émotion. Et donc, c'est une crise sanitaire, mais c'est une crise de la science. C'est-à-dire qu'on a dit non, mais tout ce qui devrait nous guider, c'est la science, les chiffres, les nombres. Il y a que ça qui est vrai, quoi. Avec une vision finalement qui est devenue scientiste et qui est plus scientifique, c'est-à-dire qui ne questionne plus comme la science devrait le faire. La science, elle est très intéressante. C'est le doute, quoi. Hein. C'est le bras armé du doute pour essayer en permanence de nous faire revoir nos positions, réévaluer comment on considère les choses. Et en fait, elle s'est transformée doucement en un dogmatisme religieux scientiste où il faudrait qu'il y ait la réalité et les nombres et c'est tout. Et que ça permettrait d'avoir une vision d'ensemble du réel. Mais c'est pas vrai. Le réel, il échappe à la science bien souvent. Les émotions, l'intuition, le putain de facteur humain, le PFH sont là. Et ça fait que ça se passe rarement comme l'algorithme l'a prédit finalement. Et pourquoi? Parce que justement, ce scientisme, il confond un système complexe avec un système compliqué. Un système compliqué, c'est un système qui a plein de variables, mais vous les connaissez toutes. Et donc, vous êtes capable de dire comment ça va évoluer. Un système complexe, c'est un système qui a plein de variables et il y en a certaines, vous les connaissez pas. Et donc, si vous essayez de dire à un système complexe qu'il est un système compliqué, vous allez faire des prédictions, vous allez essayer de comprendre comment ça va se passer, puis ça va jamais se passer comme prévu. Parce qu'il y avait toujours quelque chose qui vous échappait, quoi. Et, une épidémie, typiquement, un système humain, une maladie, nos frères et sœurs humains, c'est des systèmes complexes, c'est pas des systèmes compliqués, donc ça nous échappe toujours, quoi. Par définition, on va pas arriver à les contrôler et à les prédire. Et finalement, je vous ai dit, c'est une crise sanitaire, c'est une crise de la science. C'est une crise salutaire aussi. Salutaire, ouais, ça aussi, ouais. On va parler de vous, un peu de votre vie. Vous êtes né sur une péniche près de Paris. Il y avait une phrase de vos parents quand vous étiez petit qui vous disait tout le temps, on a fait très attention à essayer de ne pas être trop riche pour vous, les enfants. Je pense que c'est les années 70, 80, c'est ça. Après, vous êtes parti au Glénan et vous pouvez nous rappeler ce que sont les Glénans parce qu'on a un peu oublié ce que sont à l'origine les Glénans. Ouais, c'est une école de voile qui est très connue aujourd'hui, hein, qui est en Bretagne à plusieurs endroits. Elle est aussi en Corse et à d'autres endroits. Au départ, elle commence dans l'archipel des Glénans, en dessous de Concarneau. Au tout début, finalement, c'est des gens qui ont acquis ces îles en disant bon, on va faire venir des jeunes résistants ou des jeunes qui ont connu que la guerre, parce que ils sortent de la guerre, ils sont comme des lapins dans les phares, ils savent rien faire. Et mettons-les ensemble. Et donc les Glénans se sont donnés comme raison d'être d'essayer de mettre en lien les hommes et les femmes par la mer. Et la mer, c'était un prétexte en fait, hein. Le fond des choses, c'était d'essayer de les mettre ensemble et de les mettre ensemble sur une île, justement parce qu'à la fois un peu protégé du monde, mais à la fois un peu coincé, et puis à devoir se débrouiller, se démerder, avec pas de toilettes, avec pas grand-chose, des bateaux tout cassés.
Et l'enjeu, avant même de faire du bateau, c'était de se mettre ensemble pour reconstruire les bateaux, pour construire des bâtiments, pour aller creuser les toilettes sèches, pour faire la popote, pour faire la vaisselle. Et à la fin, ouais, on faisait un peu de bateau. Et donc l'enjeu des Glénans, c'était avant tout d'essayer de recréer des petites sociétés humaines où on s'entraide, on partage et on vit un peu, voilà, ensemble, quoi, avec toutes les complexités que ça a de vivre ensemble. C'est-à-dire, c'est pas simple, hein. Il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des problèmes à résoudre, mais en même temps, c'est une belle aventure. Alors, à 18 ans, on vous donne les clés d'un bateau, un bateau de croisière, et le monsieur vous dit, tiens, bonne chance, fais de ton mieux, on se revoit dans 2 semaines. Alors, vous étiez quand même sur une péniche, donc est-ce que c'était très différent, la péniche et le bateau, et comment vous vous en êtes sorti? Moi, j'avais 18 ans, je savais à peine faire du bateau, en fait. Donc, j'ai été un peu effarouché par ça. Je me suis retrouvé avec des gens de 60 ans, 70 ans qui avaient fait du bateau toute leur vie, donc j'avais même pas de légitimité, quoi. Mais il fallait que j'arrive à survivre. Et le tout à six personnes enfermées dans quelques mètres cubes pendant 2 semaines. Et je suis très reconnaissant au Glénan parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu d'associations ou de groupes qui font confiance, qui donnent la chance aux jeunes de vivre ce qu'ils ont à vivre, de passer à d'essayer de faire leur mieux. Et moi, on m'a dit clairement, fais de ton mieux. Et j'ai essayé de faire de mon mieux. Et tout le temps en bateau et puis dans la suite, dans ma rencontre avec les autres, j'ai essayé de faire mon mieux. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi sortir le pire, que ça pouvait arriver, que justement dans la contrainte, on pouvait se regrouper par terre, se mettre à pleurer, avoir peur, vouloir retrouver son petit confort, ou au contraire, on pouvait vraiment se mettre en lien les uns avec les autres et prendre soin les uns des autres. Donc, pour moi, c'est une vraie chance. Ça a été une épreuve du feu, hein, une épreuve initiatique. Petit à petit, je suis devenu un bon marin. Et puis après être un bon marin, je suis devenu un bon pédagogue. Et je me suis rendu compte que pour être un bon pédagogue, il fallait arrêter de parler, il fallait se taire et il fallait regarder les gens. Parce que mon discours, il pouvait marcher pour 70 ou 80% des gens, mais il y avait 20%, ça marchait jamais. Alors que si je me mettais à les regarder, puis à dire à l'autre, tiens, est-ce que tu peux lui expliquer? Puis utiliser une sorte de cascade d'apprentissage, l'autre, il arrivait à expliquer mieux que moi finalement ce qu'il avait compris et il arrivait à le transmettre à quelqu'un d'autre. Et donc l'idée, c'était petit à petit de disparaître, de plus prendre de la place, mais au contraire d'être juste à donner une petite touche par-ci, par-là. Comme un jardinier dans un jardin. Le jardinier qui veut tout contrôler, qui veut faire ses rangs de patates, ses rangs de tomates, exactement comme tout est prévu, etc. Bah, à la fin, il va toujours lutter contre. Il va lutter contre la nature, il va lutter contre les limaces, il va lutter contre le climat. Alors que celui qui met juste sa petite touche là où il faut, quand il faut, au bon endroit, il va faire avec la nature et avec son exubérance et sa biodiversité. Donc ça, pour moi, ça a été rapidement en fait une leçon de biodiversité et de travail sur le vivant à l'intérieur de moi et le vivant autour de moi, d'essayer d'être en diplomatie avec lui. Alors, vous dites que vous avez hésité entre la médecine et le bateau, puisque quand vous êtes devenu moniteur bénévole, vous vous êtes rendu compte qu'en 2 semaines, vous étiez capable de faire des gens très très bons en bateau, alors qu'en 10 ans de médecine, on rame pour être un bon médecin. J'aime bien ça. Il faut 10 ans de médecine pour ramer. La pédagogie médicale, hein. La Ouais. pédagogie sportive, pour ça, est très élaborée. Vous arrivez à faire un champion du monde en quelques années, vous arrivez à faire un champion olympique en quelques années, parce que les briques du savoir sont posées dans le bon sens. Et puis parce qu'on fait avec la personne, en l'accompagnant dans sa créativité, dans son talent. Euh, En médecine, c'est l'inverse. En médecine, vous allez essayer de tordre, d'essorer un étudiant pour essayer ensuite de lui rincer la tête, à essayer de lui inculquer des choses toutes préconçues par cœur, de remplacer son gros bon sens, de remplacer son esprit critique pour qu'il récite par cœur le dogme. Et en fait, vous êtes comme les gens dont on bourre le crâne de textes sacrés, par exemple, ou de choses comme ça, qui vont les répéter comme ça, de manière hébétée pendant des heures et des heures, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans leur tête, à part ce savoir. Mais il vient d'où ce savoir? Il y a du savoir des anciens, il y a du savoir transmis par le compagnonnage. Et celui-là, il est en général très bon parce qu'il est d'un rapport direct d'humain à humain avec des vieux médecins, des vieux professeurs qui vous aident. Puis vous avez tout un savoir qui, lui, est créé par les multinationales, les sociétés savantes, et qui, en fait, va vous imposer que la médecine, c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est une vision complètement simpliste. Et à la fin, en plus, on prend les choses dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on vous fait travailler sur des PCR, des réactions de la génétique, des choses très compliquées, les réactions biochimiques à l'intérieur de la cellule. Mais en fait, vous n'avez même pas commencé à voir un patient. Vous savez même pas ce que c'est être malade et souffrir. Ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'on fait des médecins en leur parlant que d'une science complètement éthérée, idéale, qui est dans les livres et dans des petits schémas. Mais par contre, le réel, lui, il est un peu trop sale, quoi.
Mais non, c'est la fange des gens malades, ça, on va y toucher que très tardivement, quoi, puis de loin, quoi, hein. Même pas nous qui allons y toucher, plutôt les infirmiers et les aides-soignants. Mais c'est une méprise complète, hein, parce que le réel de la maladie, c'est le dur de la souffrance, en fait, d'être au fond de son lit avec de la fièvre, pas bien, et c'est ça dont il faut prendre soin. C'est pas de la mitochondrie à l'intérieur de la cellule. Alors, vous aviez quand même essayé la philosophie, le grec, le latin. Pourquoi vous n'êtes pas devenu prof? Effectivement, je commençais par de la philosophie avant la médecine. Prof, ça voulait dire essayer de transmettre à d'autres. Et à l'époque, je me jugeais pas suffisamment bon. Et, euh, et en plus, je discutais de souffrance avec des gens morts depuis 2000 ans ou 600 ans dans des livres. Et c'était pas appliqué. Donc j'avais l'impression d'aider personne en fait. Moi, j'avais besoin d'aider sur la souffrance. J'ai fait médecine pour ça en fait. J'ai fait médecine pour aller à la rencontre de la souffrance de l'autre, de la mienne aussi, mais de la souffrance de l'autre et trouver des outils pragmatiques pour aider. Alors que là, la réflexion philosophique, ça me donnait pas d'outils pragmatiques, ça me permettait de la comprendre, d'en faire des modèles théoriques, d'échafauder des châteaux en Espagne, mais ça me permettait pas d'y faire quelque chose. Je pouvais pas aider mon frère et ma sœur humains à côté de moi en fait. Alors que la médecine, là, je me suis vraiment dit, bah ça est utile. Et donc il y avait cette notion d'utilité derrière. Oui, vous dites qu'il vous reste rien, alors, sauf que dans votre livre, comme on va le voir dans cette émission, il y a quand même pas mal de relations avec le grec, avec la philo. Donc, vous avez été recalé la première année que vous avez fait médecine et vous vous êtes acharné. Après, vous êtes parti à Marseille sur un muscadet, c'est pas un pastis c'est pas du tout, c'est pas du vin, c'est un voilier. Un petit voilier, vous avez décidé de vivre sur la mer et il n'y avait pas de place dans le port de Marseille, donc vous avez été obligé de prendre une place un peu plus loin, c'était assez épique. Et la question que vous vous êtes posée, est-ce que on peut vivre autrement en ne restant pas dans le système? C'est-à-dire que là, vous ne viviez pas comme un étudiant normal, vous étiez sur votre bateau, là, c'était compliqué. Vous vous êtes posé la question, est-ce qu'on peut vivre autrement si on ne reste pas dans le système? Pour moi, c'était vraiment important cette idée-là. Est-ce qu'on peut être en marge, mais quand même pas trop, parce que sinon vous êtes un punk à chien dans le petit casino. Vous êtes un clochard, un SDF, ou bien vous êtes exclu quelque part au fin fond de la Lozère. Euh, et pour moi, il y a un vrai enjeu, c'était de dire est-ce qu'on peut plutôt être en marge, ouvrir des possibles, mais en restant en lien avec le monde tel qu'il est. Parce que sinon, on est encore en train d'essayer d'imposer un idéal à un monde qui peut-être veut pas changer. Donc il y avait vraiment l'idée de que les deux ensemble puissent coexister. Et est-ce qu'on peut y arriver? Bah non, on peut pas y arriver parce que le système va vous broyer. Mais par contre, à plusieurs, ça, vous pouvez ouvrir des brèches, ouvrir des possibles et petit à petit créer plein de marges aux marches du royaume, quoi, on va dire, sur les côtés de l'empire. Vous pouvez ouvrir plein de choses. Mais pour ça, il faut être nombreux, il faut être en lien. Et ça, c'est une des leçons qui m'a été donnée par cette histoire que vous racontez là. C'est d'essayer de trouver d'autres gens pour se mettre en lien. Et ensuite, c'est arrivé avec les colibris, où on s'est mis à très nombreux et on s'est rendu compte qu'on arrivait à ouvrir des possibles. Il y avait des gens qui faisaient de la permaculture, de l'apiculture périurbaine, des gens qui ouvraient des écoles alternatives. Et que plus on était en lien, plus ça foisonnait, plus il y avait de multiplicité de possibles, bah, plus ça ouvrait de la créativité et des nouveaux espaces de vie jusqu'à une reconquête même du désert culturel et environnemental dans lequel on est, qui était la notion des oasis. Dans les colibris, il y a eu l'idée de créer des oasis un peu partout autour de la France, qui étaient des lieux avec 5 invariants, c'est-à-dire tendre à l'autonomie alimentaire, se donner des règles du jeu en termes de gouvernance, pas faire semblant que tout va se passer tout bien, donc travailler, faire de la communication non violente, mais se mettre des règles du jeu, essayer d'être dans l'éco-construction le plus possible, de la construction écologique, mutualiser tout ce qu'on peut mutualiser et ce qu'on a envie de mutualiser, les choses qu'on n'a pas, le jardin pour les enfants, les outils, la machine à laver. Puis si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Il faut aussi respecter certaines privautés de certains espaces peut-être ou de certaines choses. Et puis un point très important, être ouvert sur le monde extérieur et avoir déjà prévu comment on est ouvert sur le monde extérieur. Et pour pas être une secte ou pas être un groupe fermé. Et ça, ces oasis, elles m'ont beaucoup inspiré aussi parce que c'était vraiment cette idée de dans un désert où il y a plus grand chose, dans le monde rural par exemple, essayer de remettre un pôle de fertilité, un pôle de créativité, permet qu'il y ait plein d'autres gens qui viennent s'y assembler petit à petit et que ça recrée de la vie dans le désert en fait, comme faire refleurir le désert.
Et c'est en train d'arriver, en fait. Un des enjeux du livre à la fin, et puis un des enjeux du film qu'on est en train de faire, c'est d'aller voir tout plein d'initiatives positives partout au travers de la France sur des notions de gouvernance, c'est-à-dire de partage du pouvoir et de prise de décision, sur des écoles, sur le travail avec la semence et les graines, sur la permaculture et les exploitations agricoles, et d'autres façons de faire des exploitations agricoles, sur de la médecine différente, une médecine qui soit la bonne synthèse entre la médecine allopathique et les médecines douces, entre guillemets, puis d'arrêter de les opposer en permanence, mais d'essayer au contraire de les faire se réconcilier, de faire trouver sa bonne place à chacune. Bref, il se passe plein de choses. Vraiment, on est enfermé par les médias dans une vision négative du monde, mais derrière, il y a la forêt qui pousse, quoi. Et cette forêt qui pousse, c'est absolument, c'est beau à voir, en fait. Dès qu'on regarde les humains dans leur capacité créative, c'est très chouette. Et ça donne confiance dans le futur. Oui, puis bon, ça devait être dans les années 2000 que vous avez commencé à connaître les colibris. Je pense que tout le monde a envie de créer des oasis un peu partout. Vous dites que le conflit, c'est comme une chance. Vous dites que quand vous étiez petit, à lunettes et en avance à l'école, un peu un télo, et que vous vous laissiez pas faire parce que vous auriez pu être harcelé par les autres. Et vous alliez vous battre avec le plus grand dès la rentrée de l'école de manière à être tranquille. J'aime bien la façon dont vous voyez. Ouais, effectivement, c'est pas forcément conscient à l'époque. C'est avec le recul du temps, on se rend compte que les expériences qu'on vit sont souvent préparatoires. Elles nous aident à devenir qui on devait devenir, et que si on les regarde avec une certaine tendresse, avec une certaine empathie, qu'on n'est pas traumatisé par ces expériences, ben on se rend compte que c'est tout ça qui nous a construit et que c'était utile. Donc ouais, c'était pas facile d'être le plus petit, et donc il fallait se défendre. Et le conflit, c'était très rapidement pour moi, effectivement. Et ça a jamais été un problème. Il y a beaucoup de gens, ils refusent le conflit, ils font de la communication non violente, par exemple, pour essayer qu'il n'y ait surtout pas de conflit, comme si ils voulaient un monde complètement pacifié de partout. Mais non, il y a des rapports de force de partout, ça se négocie en permanence, il y a de la diplomatie en permanence, il peut y avoir du conflit ouvert même. Et l'idée, c'est comment on va transformer ça, cette rencontre brutale, à frottement dur avec le réel, entre les humains, entre eux, et puis avec la matière, comment on peut la transformer en autre chose. Et pour moi, c'est par la notion de diplomatie. Et dans cette diplomatie, il y a plein de nuances. Parfois, il va falloir se battre. Parfois, il va falloir mettre de l'humour. Et par l'humour, réussir à désintégrer le conflit parce que ça y est, on en rigole. D'autres fois, ça va être d'accepter l'idée que on va peut-être en devenir amis à la fin. Il y a certaines personnes avec qui je me suis battu et je suis devenu leur ami après. Donc, on ne sait pas ce qui émerge d'un conflit, mais souvent, c'est le meilleur. Donc, aujourd'hui, il y a plein de conflits dans notre société et ils sont là pour nous faire travailler et nous retourner sur nous-mêmes. Ça, c'est le travail intérieur, j'ai envie de dire. Souvent, dans le conflit, on veut se battre contre le monstre à l'extérieur. On veut se battre contre Macron, mais en fait, et si on se retournait sur nous-mêmes et qu'on regardait déjà nos failles? Pourquoi est-ce que je suis obligé de vivre sous tutelle des multinationales du numérique? Pourquoi est-ce que j'ai un iPhone dans la poche? Pourquoi j'accepte ça? Pourquoi j'accepte de me faire livrer des courses par Uber Eats? Pourquoi je vais dans des restos où il y a de la bouffe relatée qui vient de chez Métro, etc. Et en fait, quand vous regardez, la réalité est en train de nous emmener en dehors de tout ça, nous faire sortir de tout ça. Et c'est dur, c'est comme un accouchement, en fait. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et à la fin, ça ramène à l'autonomie, à créer soi-même sa propre loi et son propre chemin. Et ça, c'est pas facile. Il y a personne a dit que c'était confortable. Mais par contre, c'est une voie de réalisation et de liberté qui est très importante et qui crée beaucoup plus de bonheur qu'une voie où on serait un esclave de la matrice, mais dans une matrice bien confortable. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM 98.fr sur toute la planète Terre, toujours avec le docteur Louis Fouché qui est anesthésiste et qui s'est entretenu avec Stéphane Chatry dans un livre paru chez Très Daniel, Tous résistants dans l'âme, éclairons le monde de demain. Alors tous résistants, oui, on résiste tous à notre manière, on résiste contre plein de choses, contre la maladie. Dans l'âme, est-ce qu'on a tous une âme? Est-ce que tout le monde résiste dans l'âme ou il y en a d'autres qui résistent uniquement dans le corps? Non, je pense qu'on a tous des aspirations profondes et une âme. Alors après, on lui donne pas tous le même nom et certains ont du mal à le contacter. Ont du mal à le contacter parce que ça fait peur. C'est des domaines inconnus. Ça fait partie d'un champ d'apprentissage qui n'est pas à l'école et pas n'est nulle part en fait dans nos sociétés. Et donc il y a beaucoup de gens pour qui toute cette dimension spirituelle, elle est louche par définition. Elle est sombre parce qu'en plus, elle nécessite d'aller gratter ce qui fait mal.
d'aller gratter la relation, d'aller gratter les traumatismes, d'aller gratter le rapport au monde, d'aller gratter ses petites faiblesses, ses petits arrangements avec le bien, le mal. Donc, on a tous une âme, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire semblant qu'ils en ont pas. Le problème, c'est que plus ils font semblant qu'ils en ont pas, plus ils deviennent des monstres numériques, plus ils deviennent des objets dans un système techno-industriel. Plus ils se dénient leur part d'humanité, leur part vivante en eux, plus ils pensent qu'ils pourraient optimiser leur niveau de bonheur juste en augmentant leur dépendance technique, que leur téléphone portable, leur multiconnexion leur permettrait enfin d'accéder au bonheur. Mais la réalité, c'est que ces gens-là, ils continuent à souffrir. Et que on est tous des êtres de souffrance, ça fait partie de la condition humaine, et que ceux qui contactent le moins leur âme, justement, sont ceux qui souffrent le plus. Donc, je pourrais le résumer comme ça, c'est si l'être humain est un être de souffrance, il a inventé 3 ordres de remédiation, de remède à cette souffrance. Une remédiation symbolique, c'est-à-dire raconter une histoire commune qui fait du sens. Par exemple, qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est le paradis? Qu'est-ce que c'est, voilà, on invente ce qu'on veut, quoi, hein, ma foi. Il faut juste que ça ait un sens pour nous tous. Une deuxième ordre de remédiation, qui est une remédiation sociale, c'est-à-dire serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui va pas bien, pour essayer voilà, que le groupe humain se resserre. Et ça, c'est toutes les pratiques sociales qu'on a autour de la maladie, autour des obsèques, autour des naissances, autour de tout plein de choses qu'on fait ensemble normalement pour prendre soin des plus faibles. Et puis, il y a un troisième ordre de remédiation qui est la remédiation technique, c'est-à-dire la médecine, les objets, voilà, c'est le feu, la roue, mais après, c'est le téléphone portable, les prothèses en titane et tout ce que vous voulez. En fait, il y a eu petit à petit une hyperinflation et un hyperinvestissement du champ technique de remédiation à la souffrance, parce qu'il était très puissant et parce que notre main et notre tête sont très inflatées chez nous, les humains. Et donc, on veut toujours créer de nouvelles choses, on veut toujours avoir des nouvelles idées, trouver la solution au problème. Puis les champs sociaux et symboliques, eux, ont été désinvestis. Et à tel point qu'aujourd'hui, la mort, ça ne veut plus rien dire. La maladie, ça ne veut plus rien dire. La naissance même, ça ne veut pas dire grand-chose. À tel point que les rites collectifs, les pratiques sociales, n'existent plus ou sont très difficiles à mettre en place. Aujourd'hui, si vous avez quelqu'un de malade dans votre famille, c'est très dur juste d'arrêter de bosser pour pouvoir aller le voir et en prendre soin. Parce que il faut quand même payer les factures, parce que prendre un congé avec mon patron, ça va être compliqué. Puis si vous êtes à votre compte, c'est encore pire. Et donc à la fin, vous aurez des gens tout seuls dans les hôpitaux avec personne qui vient les voir, comme si ça avait aucun sens. Et parce que on aimerait que ce soit que la remédiation technique qui prenne toute la place. Mais le problème, c'est que quand vous arrivez au bout de la remédiation technique, il reste que la souffrance est toujours là. Vous prenez quelqu'un qui a eu un cancer du sein, qui a eu radio, chimiothérapie, chirurgie, qui est guéri en fait. 5 ans après, vous discutez avec elle et elle vous dit mais moi je suis encore comme un lapin dans les phares en fait. J'ai peur tout le temps. J'ai pas compris pourquoi j'avais été malade, pourquoi ça m'était tombé dessus. Je retrouve pas de travail. Je sais pas quel sens ça a. Et en fait, elle continue de souffrir. Pourtant, si vous jugez juste à l'aune du cancer médicalement, vous dites ouais, elle est guérie. Mais en fait, elle n'est pas guérie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est urgent de réinvestir ces champs sociaux et symboliques de remédiation à la souffrance. Donc, de se remettre en lien entre frères et sœurs humains et de redonner un sens à ce qui nous arrive. Redonner un sens, ça veut dire réécrire et re-raconter un récit collectif de ce qui nous met en joie, de ce qui nous met en bonheur. D'arrêter de raconter un récit collectif de ce qui nous mettrait dans le confort. Parce que là, pour le moment, ce qui est raconté, c'est ce qui nous met dans un confort, dans une anesthésie de la souffrance. On fait semblant qu'on souffre pas, à coup de sucre, à coup de porno, à coup de divertissement télévisé, à coup de consommation de masse, à coup de Black Friday, à coup de tout ce que vous voulez. Mais en fait, vous souffrez. C'est pas une vraie remédiation, c'est juste une anesthésie. Mais à l'intérieur, ça continue de bouillir, ça continue de faire mal de partout. Et donc, il y a besoin de travailler à ça mais qu'est-ce qui me met vraiment en joie, qui nous met dans le fil rouge de l'existence, quoi, qui me donne envie de chanter au soleil, d'aller admirer l'automne et les arbres de toutes les couleurs, qui me donne envie d'aller cueillir des pommes et des poires à pleines dents, puis de danser avec les enfants dans la rosée. On le sait déjà, en fait. C'est pas le confort en général. Les plus beaux moments de nos vies, ça a plutôt été des moments un peu durs en vrai. Sous la tente, oui. en camping, sur les cailloux avec votre amoureux ou votre amoureuse et à boire un petit café sur le réchaud et à avoir 18 ans et être libre comme jamais, quoi, et amoureux comme jamais. Et ça, c'est pour toute la vie, quoi. Alors que une fois que vous êtes dans votre gros fauteuil, bien confortable, bien calé une fois pour toutes, vous n'êtes pas heureux, quoi. Vous êtes juste dans un cercueil.
Alors, vous avez des chapitres en fonction un peu de ce que vous aviez fait avec la chaîne Éthique TV. Vous avez, sur cette chaîne Éthique TV, il y a 3 vidéos, une sur la santé, une sur le néolibéralisme, une sur la permaculture. S'en sont ajoutées d'autres ensuite sur les arts, etc. Et là, dans le passage santé et néolibéralisme, vous écrivez qu'à un moment, il y a un professeur qui est venu parler au nom des économistes de la santé et de la haute autorité de santé dans une conférence, sûrement à des étudiants, et il disait, ce professeur, nous sommes là, entre parenthèses, nous, économistes de la santé, pour liquider le modèle artisanal de la médecine. La médecine était considérée comme un art, avant c'était artisanal. Maintenant, c'est devenu carrément des protocoles qu'il faut appliquer à la lettre, sinon on ne fait pas partie du... Ouais, vous avez raison. Cette expérience, elle m'a marqué. C'était au Collège de France il y a une dizaine d'années. Donc, c'était une conférence très prestigieuse dans la chaire de quelqu'un qui s'appelle Pierre-Michel Manger, qui est un professeur de sociologie et dont la chaire s'appelle Sociologie du travail créateur. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Puis, il avait invité quelqu'un pour parler de ce qu'on appelle l'évaluation en santé. L'évaluation, c'est comment on sait que ce qu'on fait, c'est bien. Et il invite ce Claude Le Pen, qui est décédé depuis, je crois, qui dit nous sommes là pour liquider le modèle artisanal de la médecine. Et moi, j'entends, sous-entendu, nous sommes là pour mettre en place un modèle industrialisé, évalué, rationalisé de production et de consommation de biens et services de soins. Sous-entendu, mettre en place un marché de la santé. Et en fait, quand vous regardez ce mouvement-là d'industrialisation, c'est-à-dire de production et de consommation d'un produit fini qui soit toujours le même, en fait, il est à l'œuvre depuis le XVIIIe siècle. Il est à l'œuvre dans l'idéologie des Lumières, qui déjà disent « Ah là là, il faudrait que le monde soit parfait ». Et les anglo-saxons, notamment quelqu'un qui s'appelle Hobbes, arrive et propose une vision du monde dans le Léviathan, où pour lui, le monde parfait serait un monde qui serait entièrement administré, où tout soit bien géré, où il n'y ait pas place pour le hasard, où il n'y ait pas place pour une bifurcation intuitive. Non, 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 la taille des rues serait bien mesurée. Comme ça, les carrosses, ils se croiseraient sans jamais se frotter. La taille des rues et des trottoirs, pareil, pour que les gens jamais ne se rentrent dedans. Et à la fin, cet idéal-là, il se poursuit au 19e siècle dans la chaîne de dépeçage industriel. Ça commence à Chicago avec John Armour, à Porcopolis, ça s'appelle à l'époque. Et John Armour, il dit, dans le port, on exploite tout sauf le cri. Oui, c'est horrible ça. Cette phrase horrible, en fait, traduit cette volonté de maîtriser le vivant jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au dépeçage complet, c'est-à-dire transformer un porc en saucisse à hot dog, vous imaginez. Et cette chaîne de dépeçage, elle est préalable à la chaîne de montage industriel du Fordisme et du Taylorisme pour faire des voitures de masse. Et celle-là précède encore la chaîne de tuerie de masse du nazisme, de la destruction de la vie de manière systématique et programmée. Et en fait, nous ne sommes que dans le bout évolutif de cette idéologie-là, où il faudrait que l'école soit intégralement numérique et programmée, où il faudrait que la santé soit intégralement numérique, contrôlée et programmée, où il faudrait que les relations humaines et même la discussion démocratique soient dans des plateformes numériques sur des questions calibrées auxquelles vous allez répondre dans des forums citoyens numériques, et ainsi de suite. Et donc, c'est le bout évolutif. On est au bout de ça, de cette idéologie industrielle qui nous a détruits et qui a détruit le vivant en nous et toute bifurcation du vivant, qui a détruit la biodiversité et l'environnement. Une ville, aujourd'hui, c'est un désert de béton, de bitume et de pétrole. Mais il n'y a plus de vie. Il n'y a plus rien qui vit. Tout est faux, tout est en toc, tout est en plastique. Et vous prenez, il y a une phrase des professeurs de permaculture qui est très intéressante, c'est quand un paysage est dégradé, la culture est dégradée. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous regardez les paysages, la façon dont on vit, si vous passez autour de Paris, vous regardez la 86 à 14 voies qui croise la A4, je sais pas quoi, mais vous dites, mais bien sûr que la culture est dégradée, là. On est dans de l'humain de masse. Ils sont tous pareils, avec Waze sur leur écran en train de les piloter. Ils savent même plus où ils vont, en fait. C'est leur voiture et leur GPS qui les pilote pour les emmener travailler un peu plus, consommer un peu plus dans tel ou tel espace industriel ou commercial. Et ben, en fait, on n'est pas fait pour vivre ça. L'humain, c'est un animal. L'humain, il est foisonnant de vie. Donc, il a besoin de beauté, de fleurs, de... On a le droit des voilà. vacances quand même. On a le droit des vacances dans tout ce truc-là. Oui, oui, bien sûr. Et tout ça pour vous dire que la médecine en est arrivée à ça aussi, c'est-à-dire à détruire la notion d'artisanat. Donc, je reboucle avec la question initiale que vous m'avez posée. C'est, on
on a détruit l'artisanat pour en faire un système industriel où il s'agit de prédire et de contrôler. Et en fait, c'est le fond du questionnement à avoir aujourd'hui. C'est sortir d'un paradigme prédire et contrôler pour aller vers un paradigme qui serait ressentir et s'ajuster. Et pour ressentir, il faut être au contact avec le réel. C'était les médecins d'avant. Nous, on imagine les médecins encore aller voir comment ça s'appelait des carabins, c'est-à-dire qu'ils passaient dans les hôpitaux, ils étaient nombreux autour du maître là, et ils regardaient les patients. Ça n'existe plus, ça? Ça n'existe plus à l'hôpital. Par contre, c'est en train de réexister partout. C'est-à-dire que les gens sont en train de se former eux-mêmes par des tutos sur YouTube, ils apprennent les plantes médicinales, ils réapprennent plein de choses, plein de savoirs vernaculaires. Ils redemandent aux personnes âgées, mais au fait, comment on faisait comme ci, comme ça. Et en fait, la chaîne de transmission des savoirs qui était grippée et bloquée est détruite, en fait, par les systèmes néolibéraux industriels modernes et numériques, en fait, est en train de se remettre en place. Et on voit refleurir un artisanat de partout. Et ça, c'est extrêmement réjouissant et extrêmement joyeux. C'est que c'est en train d'arriver. Les gens sont en train de se réautonomiser et de prendre soin les uns des autres. Donc, on a d'une part la destruction de notre système, et tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux si ce système s'effondre. Il est grand temps que ce système de merde se parte en morceaux. Et puis, on a plein de gens qui essaient de reconstruire à partir de tous les petits morceaux de systèmes qui s'effondrent. Ils essaient de reconstruire une cohérence, de reconstruire de la beauté. Donc aujourd'hui, vous avez plein de Parisiens qui s'en vont, prennent leur argent et leurs connaissances, et puis repartent à la campagne et refont autre chose, des exploitations agricoles comme pas attendues, pas dans le système agricole tel qu'il était attendu. Vous avez plein de gens qui sortent de leur fonction ou de leur métier et qui deviennent soignants à leur tour. Mais ils sont pas soignants comme vous l'entendez au sens infirmier, aide-soignant, médecin. Non, ils le font autrement. Vous avez même plein de soignants eux-mêmes au cœur du système qui ont décidé de se tirer avec cette histoire d'obligation vaccinale, de dire je joue plus votre jeu, c'est terminé. Par contre, je vais soigner autrement parce que j'ai envie de prendre soin. Et donc aujourd'hui, vous avez l'ensemble des hôpitaux, etc., cherchent plus de 86 000 soignants en France. Donc ça veut dire que vous avez plus de 80 000 personnes qui se sont tirées du système. Et ça, c'est la notion de faire sécession. On n'enseigne plus l'herboristerie pour les pharmaciens, on enseigne les plantes, les tisanes, on n'enseigne plus rien, mais de l'autre côté, les gens, comme vous le dites, vont se former sur des tutos, etc. Vous dites à un moment que le libéralisme, vous parlez du siècle des Lumières, le libéralisme cherchait la liberté, le néolibéralisme ne cherche pas la liberté, il l'abolit. C'est un mensonge, en fait. Hein. C'est basé sur un mensonge. On l'appelle néolibéralisme, mais quelque part, c'est une sorte de mélange entre un néo-marxisme et un ultralibéralisme. C'est-à-dire que d'un côté, on va augmenter la contrainte de manière très importante sur l'individu. Aujourd'hui, vous avez des contraintes partout. Au niveau administratif, vous voulez créer votre entreprise, c'est juste un parcours du combattant, c'est l'angoisse absolue de tous les côtés. Vous voulez refaire votre maison, vous avez des contraintes de partout, on vous explique que vous êtes toujours pas comme il faut, on vous met dans la culpabilité en permanence. Au niveau environnemental, c'est particulièrement patent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est votre faute, en gros, si tout va mal. Et la ministre du Logement, qui elle-même vit dans un 250 ou 300 mètres carrés, une villa de 300 mètres carrés à Saint-Maur, avec un grand jardin bourgeois, va vous expliquer que vous n'avez plus le droit d'avoir de maison individuelle, qu'il faudrait que vous soyez dans des cages à lapins, parce que ça, ce serait écolo. Mais quelle imposture, quel mensonge. Et pendant le même temps, les multinationales passent leur temps à polluer, à ne payer aucun impôt, à se voir déréguler en permanence. Donc, vous avez à la fois de la dérégulation pour les structures économiques des multinationales, qui de manière outrancière, avec une petite caste de nantis plutocratiques, Plutos c'est l'argent, hein, donc ceux qui ont le pouvoir de l'argent, passent leur temps à défiscaliser dans des paradis fiscaux. Et puis de l'autre côté, vous avez les pauvres cons, nous. Nous, on a de plus en plus de contraintes, on doit de plus en plus être pareil, on n'a pas le droit de dépasser, si notre tête dépasse, on nous tape dessus, il faudrait qu'on soit conformiste et c'est tout. Donc ça, c'est le néolibéralisme. C'est cette double tension de laisser une petite caste de nantis prendre tout le pouvoir et tout l'argent et toute la liberté, et de l'autre côté, la caste des intouchables être, elle, des esclaves de ce système. Donc, ce système n'est pas viable, il est déséquilibré par nature et il est voué à s'effondrer. Il est un des derniers reliquats probablement indo-européens des castes, qui est venu par le truchement du anglo-saxon en fait, hein, par l'anthropologie anglo-saxonne, qui est une anthropologie inégalitaire très profondément. Là, ça me fait rentrer dans les détails, mais si vous regardez les structures familiales, par exemple chez Emmanuel Todd, c'est un chercheur qui a travaillé sur les structures familiales, il montre que finalement dans l'ère méditerranéenne, les structures anthropologiques et familiales sont plutôt égalitaires.
On va partager l'héritage à part égale entre les enfants, quitte à détruire la chose familiale. C'est pas grave, on va distribuer à part égale. Par contre, si vous allez en Allemagne, ou aux États-Unis, ou des choses comme ça, ou en Angleterre, là, non, c'est l'aîné qui va lui récupérer tout le magot et les autres vont être à son service pour maintenir la PME familiale grandiose, par exemple. Et lui-même va être dans une sorte d'oblation à cette filiation-là. Ça vous explique pourquoi l'empire de Charlemagne a été divisé alors que d'autres empires n'ont pas été divisés. Bref, cette structure familiale, elle est intéressante, mais elle traduit sur le fond une anthropologie qui est plutôt égalitaire dans l'ère méditerranéenne, catholique, romaine, berbère, arabe, tout autour de la Méditerranée en fait, hein, et qui postule que c'est plutôt dégueulasse de mieux mourir si vous êtes riche que pauvre, de mieux être éduqué si vous êtes riche que pauvre. Alors qu'en fait, dans le monde anglo-saxon, les États-Unis, non, c'est Dieu qui a décidé que vous seriez the happy few, les élus. Vous êtes dans la caste des nantis et des privilégiés, tout va bien. On vous fait croire dans un récit collectif qu'il pourrait y avoir des self-made men. Vous pourriez vous en sortir même si vous êtes hispano ou afro. Il suffirait de bosser comme un fou. Mais c'est pas vrai sociologiquement. Soit vous êtes WASP et vous serez riche parce que vous êtes riche, soit vous l'êtes pas et tant pis pour vous. Petit à petit, on nous l'a inculqué et on l'a amené pour détruire les restes de notre structuration méditerranéenne qui était beaucoup plus égalitaire. Et je crois que c'est contre nature parce que ça fait pas partie de quelque chose de profondément ancré. Et donc le néolibéralisme ne tiendra pas dans notre sphère méditerranéenne. Qu'est-ce qu'il pourra y avoir après alors? À mon avis, une juste tension, c'est toujours une dialectique en fait, une juste tension entre le jeu et le nous. Laisser germer des jeux, des individus, et dans un nous qui protège. Là, vous avez des jeux, des startups soi-même, dans des startup nations, dans le startup world, qui prennent toute la place en verticalité et qui tirent toute l'énergie du groupe, qui prennent le pognon, qui prennent le pouvoir, qui prennent la liberté, et donc qui ne participent pas au nous. Tout l'enjeu, c'est de dire, je veux bien laisser émerger un jeu, mais pas trop haut, et s'il est au service du nous. Et le nous, à la fois, le protège, et à la fois est une matrice protectrice. Donc ça, voilà, c'est tout le travail sur le jeu et le nous. Ça, c'est tout le travail avec l'université du nous, entre autres, de Chambéry, travail sur le partage du pouvoir qu'on fait avec dans Réinfo Covid ou sur les modèles de prise de décision. Justement, on est en train de tâtonner. Mais là aussi, il y a plein de choses super enrichissantes qui ont été proposées par l'entreprise libérée, par l'holacratie, par d'autres façons de regarder les modèles de prise de décision collective. Et souvent, c'est basé sur la diplomatie. C'est-à-dire l'idée que je suis moi, l'autre est lui, et on va en permanence négocier et on va discuter. On va mettre autour et puis on va trouver ce qui nous lie, ce qui nous relie. Ça rejoint deux considérations que j'ai posées dans le livre, je crois. J'ai posé à plusieurs reprises dans des entretiens en sociologie. C'est l'idée que ce qui tient ensemble un groupe humain, frères et sœurs humains, c'est d'un côté un récit collectif positif qu'on va appeler une protension, quelque chose où on a envie d'aller ensemble, collective, positive. Et puis de l'autre côté, des protensions collectives négatives, ce vers quoi on n'a pas envie d'aller, le récit d'effondrement. Aujourd'hui, vous avez plus de protensions collectives positives dans notre système. Avant, il pouvait y en avoir qui s'appellent la République, qui s'appelait le catholicisme, qui s'appelait le communisme. Ce que vous voulez, ça tenait, quoi. En termes de valeurs, ça donnait envie d'y aller ensemble. Aujourd'hui, vous avez rien. Le néolibéralisme, transhumanisme des Laurent Alexandre et des Jacques Attali, il donne envie à personne. Vous êtes éternellement tout seul derrière vos écrans. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste les protensions collectives négatives. Tout ce qui nous contraindrait à rester ensemble. Les confinements, les masques, les prisons, la désignation de l'ennemi. Lui, il pense comme ci, lui, il pense comme ça. C'est les ennemis. Tout cela, c'est les ennemis du système. Mais ça tient pas dans la durée. Il faut reconstruire une protension collective positive. Cette protention collective positive, elle nous est donnée par la réalité. De quoi on a envie ensemble? C'est quoi le fil rouge de ce qui nous tient heureux ensemble? Justement, c'est une relation saine à l'environnement et à la nature, à l'écologie. Et je crois que ça, c'est un des grands éléments de ce qui va nous relier ensemble. C'est un récit autour de l'écologie. Et c'est pas le récit de Greta Thunberg et de George Soros, hein. C'est pas une écologie contrainte, verdâtre, culpabilisatrice. C'est au contraire une écologie vivante, vécue à l'intérieur, où on laisse la place au vivant à l'intérieur de nous et autour de nous. On arrête de vouloir le contrôler en permanence. Greta Thunberg, elle voudrait faire des quotas carbone gérés par la Banque mondiale au niveau international. Mais quelle blague! On est encore dans le paradigme contrôler et prédire. Elle voudrait restreindre que tout le monde ait des lois qui lui interdisent de faire ci, interdisent de faire ça, interdisent de faire ça. Ça, c'est que de la protension collective négative. Pas de Bible, pas de chevrotine, pas de ciguë, de strychnine. On continue.
Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, toujours avec le docteur Louis Fouché, qui est anesthésiste. Et parlez-moi de l'hubris. Ah, l'hubris, Oui. ouais, l'hubris, c'est la némésis. L'hubris, c'est un très vieux concept chez les Grecs, euh, qui est l'idée de la folie des grandeurs, de l'idée que l'humain, il a envie d'être Dieu à la place de Dieu. Il a envie de tout contrôler. Ça fait partie de son rêve fou depuis toujours, hein. C'est pas nouveau. Ça date pas de 2020. Ça date pas c'est un truc qui revient de manière récurrente. Et dans les récits anciens, on a Icare qui veut monter jusqu'au soleil et être comme le soleil. Alors, il se fait des ailes et tout ça, mais avec de la cire. On a Prométhée qui vole le feu aux dieux pour le donner aux humains, parce que comme ça, les humains pourront enfin avoir la technique et tout faire et être comme les dieux. Et en fait, ça, c'est l'hubris, la démesure, la folie des grandeurs. Mais ce dont il faut se souvenir, c'est que cette démesure, cette folie des grandeurs, elle est toujours punie. L'humain, il est toujours ramené à sa condition d'humain, c'est-à-dire d'animal, souffrant sur terre comme un autre, quoi. Et il peut pas être Dieu, c'est comme ça, quoi. Voilà. Icare a ses ailes qui brûlent quand il s'approche du soleil, et il tombe. C'est la chute d'Icare. Prométhée se fait bouffer le foie pour l'éternité par le vautour, par l'aigle, enchaîné à une montagne, et ainsi de suite, en fait. Et donc, ça, c'est la némésis, c'est la colère des dieux. Et ben là, nous, on est dans la colère des dieux, c'est-à-dire qu'on a voulu aller trop loin, et ben notre environnement se détruit, notre système démocratique se détruit, notre santé se détruit, la science se détruit, tout est en train de s'effondrer. Bon, ben, c'est pas grave, ça doit juste nous ramener à la limite. Et ça, c'est un des gros enjeux de cette notion d'hubris et némésis, c'est la notion de pan-métron. Les Grecs, ils ont cette valeur-là. Pan, c'est tout. Métron, c'est la mesure en tout. Être mesuré. Donc, revenir à la sobriété heureuse. À structurer la limite, quoi. Exactement. Être capable de dire, non, ça, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'aller au-delà. Et c'est très dur aujourd'hui. On voudrait un individu sans limite. L'individu transhumaniste néolibéral moderne, Jacques Attali, on va dire, moderne, c'est celui qui n'a aucune limite. Il voudrait être l'énorme démiurge du monde, quitte à être tout seul. Il s'en fiche. Les autres n'ont plus d'importance. Mais la réalité, c'est qu'en fait, nous avons des limites. Et justement, notre limite, c'est l'autre, en bonne partie. L'autre au sens large, l'autre nature, l'autre animal, l'autre pierre, l'autre arbre, l'autre humain. Et que on doit accepter la limite, ce qui n'est pas facile. Vous parlez aussi de l'altheia. L'aletheia, ouais. L'aletheia, c'est un mot qui veut dire la vérité du dévoilement. C'est quand on enlève le voile. Est-ce qu'en ce moment, on est dedans? En ce moment, on est peut-être dans une phase alethéique, effectivement, et apocalyptique. L'apocalypse, c'est la révélation aussi. C'est le moment où tout est montré. Mais en fait, il n'y avait rien qui n'était pas là. Vous saviez que les multinationales voulaient pas votre bien. Vous saviez que Pfizer était corrompu et cherchait à intoxiquer les gens. Vous saviez que les politiques étaient les marionnettes des multinationales. Vous saviez que les gens ils cherchaient le pouvoir et l'argent. C'est pas nouveau. C'est se cacher derrière son petit doigt, c'est jouer au bisounours que d'un coup découvrir à la faveur du Covid que oh là là, les multinationales chercheraient À gagner de l'argent. À gagner de l'argent sur notre maladie, chercherait à nous asservir, à prendre le pouvoir des États, chercherait à dire non mais votre décision collective politique, je m'en fiche en fait. C'est moi, multinationale, qui vais décider comment ça va se passer. On le découvre maintenant. On pensait pas que ça irait si loin. Non, ouais, je pense que ça devait aller si loin pour justement on en prenne conscience et qu'on doive réagir. C'est-à-dire que la crise, elle est là pour nous permettre de réagir. Et on peut ne pas réagir. Il y a plein de gens qui refusent aujourd'hui de voir la maladie, qui sont dans un déni. Ils voient dans un tout petit bout microscopique, ils pensent que c'est qu'un problème sanitaire. C'est pas du tout qu'un problème sanitaire ou que de virus. Ça, c'est un symptôme. Vous devez donner un nom à la maladie. Et le nom de la maladie, ça n'est pas que les symptômes accumulés. C'est donner un vrai nom à la maladie. Qui est votre ennemi aujourd'hui? Aujourd'hui, votre ennemi qui détruit la vie à tous les endroits où elle naît, ce sont les marchands et les banquiers. Mais ça, c'est pas nouveau. C'est déjà marqué dans l'Apocalypse de Jean. C'est déjà ça. C'est déjà les marchands et les banquiers qui font sombrer Babylone. Vous parlez de Jésus aussi dans votre livre qui rencontre Satan dans le désert. Vous parlez aussi du pont du diable. Tout ça, c'est à découvrir. Alors, sur le refus de la mort, sur l'agonie, on dit souvent j'espère qu'il n'a pas trop souffert. Le problème, c'est que on veut presque nous prendre notre propre mort avec les soins palliatifs. Bon, c'est une bonne chose quand les gens souffrent, mais sur le fait que la mort, dans le transhumanisme, elle n'existe pas, donc on la cache, on la planque. Si on peut faire une euthanasie heureuse.
une question qui s'est beaucoup posée pour moi dans mon travail de réanimateur, parce Ouais. qu'on est vraiment à l'interface avec la mort et, avec les familles, avec les avec les patients qui souffrent. Et pour moi, c'est une question non résolue encore, à titre personnel, hein. C'est-à-dire que je vois que d'un côté, les soins palliatifs conçus comme le fait de faire semblant qu'il n'y a pas de mort, l'éradiquer, la mettre dans un coin, faire comme la maquiller pour qu'elle soit propre, entre guillemets. Oui, pour pas que ça souffre, pour qu'il n'y ait pas de souffrance. Mais pour qu'il y ait aucune souffrance pour personne, je vois bien qu'elle, c'est un vol de la mort. C'est-à-dire que à la fin, on vit pas ce qu'il y a à vivre. Et, euh, et d'un autre côté, je vois aussi que si on c'est pas encadré, s'il y a rien pour prendre soin de ça, bah c'est une souffrance qui est pas constructive, qui fait que déchirer les familles, détruire les personnes. Et donc j'en reviens à cette idée que pour moi il y a un triple accompagnement de la souffrance qui est technique, social et symbolique, et qui a besoin qu'il y ait ces trois dimensions-là. Et qu'il peut y avoir des antalgiques, une dimension technique. On n'a pas dit qu'il y avait besoin d'avoir absolument mal comme un fou. Non, peut-être que effectivement ça, on peut y faire quelque chose et que ça peut être utile. Ça peut permettre à la personne justement de vivre ce qui lui arrive pour de bon. Ça peut permettre à la famille de le vivre mieux aussi. Mais le bout là de la technique, c'est qu'il n'y ait plus de conscience. Que, on met des antalgiques et des hypnotiques pour être mort avant d'être mort. Mais ça non, c'est trop en fait. L'intention n'est pas juste. Pareil, on voudrait qu'il n'y ait pas de souffrance pour la famille, qu'il se passe rien. Mais la mort, c'est une souffrance. Donc, plutôt que de vouloir qu'il n'y en ait pas, il faudrait l'accompagner, accepter l'idée que la souffrance, c'est une occasion de transformation et de renversement. Et que il s'agit pas de l'anesthésier, il s'agit de lui donner un sens, de la transformer en autre chose. Quand quelqu'un meurt, ça déchire le tissu de la relation, ça déchire le tissu du monde. C'est un scandale. C'est une révolution dans le monde. Mais en même temps, c'est la vie. Ça fait partie de la vie. Et il va falloir vivre avec ça. Et donc, il va falloir reconstruire, retisser patiemment le tissu de la relation, de la famille, avec ceux qui restent. Et que ceux qui restent prennent soin les uns des autres aussi. Donc, je pense que notre médecine, effectivement, elle aboutit maintenant à une sorte d'algorithme de prise en charge de la mort, en essayant de l'évacuer, qu'elle n'existe pas, et que c'est une folie, en fait. C'est une errance. Mais que, justement, ce point-là, il est extrêmement subtil. Il saurait pas vraiment s'arranger d'un dogme, d'une religion, il faudrait que ce soit comme ci ou comme ça. Et on peut que faire avec le réel. Parce que toutes les familles sont différentes. Tous les gens sont différents. Quelqu'un qui a vécu en colère, peut-être qu'il mourra en colère, ne sera pas réconcilié. Peut-être que c'est un mythe aussi de penser que sur le lit de mort, il va y avoir les dernières paroles de sagesse du mourant. Ben, en fait, c'est une invitation à dire et si on avait pris soin des personnes âgées avant, si on avait gardé un lien, plutôt que de pouvoir les laisser dans des EHPAD tout seuls, abandonnés, en faisant comme s'ils servaient à rien, alors qu'en fait, ils sont la mémoire du monde et la sagesse du monde. Bah, enfin voilà. Donc pour moi, c'est un appel plutôt à refaire le lien, quoi, à refaire le lien et à travailler sur ce que c'est que l'agonie. Ouais, ben, faut pas en avoir peur, c'est ça le pire. Alors, jusqu'ici, tout va bien, hein, c'est un peu ce qu'on se dit avant d'être vraiment mort. Vous dites, l'important, c'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment dans notre monde où on ne sait pas où on va. On va vers un monde transhumaniste qui nous propose l'immortalité, pas de souffrance, que du bonheur et l'omnipotence. Mais Si vous avez le bon abonnement. si on a ce qu'il faut pour payer, oui. Alors, justement, on vit dans une époque sans époque. À toutes les époques qui sont passées, on a donné des noms dans 20 ans. On appellera ça comment? La grande peur. Ouais. Ouais, ça, La grande peur et le grand réveil. la peur Beaucoup de gens bleue. qui parlent du grand réveil, c'est-à-dire de cette prise de conscience de ce qui devait nous rendre heureux et de ce qui nous rendait malheureux et de la confusion qu'il pouvait y avoir entre les deux. Moi, je suis un optimiste, hein, donc j'ai plutôt tendance à regarder tout ce que ça permet et tout ce en quoi la crise est une opportunité de changement. Mais j'admets l'idée aussi que cette opportunité, c'est pas confortable. Il y a personne qui a dit que ce serait facile. Voilà, moi j'ai perdu mon boulot, j'ai plus de salaire, je peux perdre ma maison. Bon, bah, donc, personne n'a dit que c'était confortable. Par contre, au passage, j'ai gagné un nombre de liens, d'amitié, de gens qui seraient prêts à m'accueillir, de gens qui veulent bien aider, de découvertes d'humains beaux, magnifiques en fait dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils sont, dans la façon dont ils sont en lien, font que je regrette rien en fait. Vous êtes plus à Marseille?
Je suis encore à Marseille pour le moment. Ouais. Parce que je vais faire un jeu de mots, mais à Marseille, quand même, ça a été fort. On a eu le savant de Marseille, on a eu le savon de Marseille. Tout Ouais, je était. pense qu'à Marseille, il y a quelque chose. Oui, il y a Il y a quelque vraiment quelque chose. chose. Ouais, il y a quelque chose. Il y a une vraie créativité, une vraie biodiversité. C'est un port avec plein d'influences, avec plein de gens qui viennent de partout, ouais, plein de résistants, et donc moi, je suis bien dans cette ville. Je la trouve merveilleuse en fait, et je suis assez heureux à Marseille, ouais. Peut-être ce sera la capitale de la France. Hein. Le livre s'appelle Tous résistants dans l'âme, éclairons le monde de demain, du docteur Louis Fouché, aux éditions de Daniel. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Un grand merci à vous déjà, à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, vous l'avez dit plusieurs fois, mais ce livre, c'est pas une aventure solitaire. Bien loin de là. Il y a Benoît qui fait les dessins, Stéphane qui m'a interviewé, plein d'autres gens qui n'ont pas forcément envie que leur nom apparaisse, mais qui ont participé à aider à transcrire, à relire, à corriger les fautes d'orthographe. Il y a toutes les éditions Très Daniel pour essayer de lui faire prendre une cohérence et de la beauté. Tous les gens qui ont nourri les réflexions derrière, qui sont tous ceux que je cite, Éric Sabin, Bernard Stiegler, des gens qui ont travaillé sur l'anthropologie de la technique, justement, et ce que c'est que le néolibéralisme et le totalisme numérique qui est en cours, tous les philosophes anciens. Et donc, c'est là qu'on se rend compte que n'importe quel écrit, n'importe quelle parole n'est pas de rien. Nous ne sommes pas des êtres autoconstruits à partir de rien. Nous ne sommes finalement que des vecteurs, que des transmetteurs, que des gens qui faisons que passer le relais. Et il y a une longue chaîne d'amants et d'amantes avant nous, et il y aura une longue chaîne d'amants et d'amantes après nous. Et donc voilà, moi j'ai énormément de gratitude pour ça, et je me fais pas d'illusions, je suis un tout petit grain de sable là-dedans qui va juste essayer de faire sa part, comme le colibri de Pierre Rabhi. Et la part, c'est de transmettre un message plutôt de joie et d'espérance. Donc ce que je voudrais dire, c'est éteignez vos téléphones portables, sauf pour appeler les gens que vous aimez, pour apprendre des choses qui vous sont utiles. Et donc, transformer le poison en un remède, utiliser le pharmacone comme il se doit. Ne vous laissez pas embobiner à écouter des heures et des heures de vidéos qui servent à rien, qui vous font peur, qui vous maintiennent dans la tristesse, la mélancolie et le désespoir et l'impuissance. Éteignez la télévision, ça c'est sûr. Arrêtez d'écouter les sornettes des médias mainstream et des journalistes qui ne sont que les chiens de garde du système néolibéral. Arrêtez de vous intéresser, de vous passionner aux petites joutes des Borgia, enfin de cette noblesse plutocratique politique qui est en train de s'étriper pour avoir les restes des miettes du pouvoir et qui sont les Playmobil des multinationales. Et donc revenez au réel. Le réel, c'est votre voisin, c'est votre famille. On ne doit pas rester bloqué et fâché pour des histoires de vaccins, pour des histoires non, il faut se réconcilier en fait. Parce que le bout de la crise, c'est la réconciliation. C'est pas le sacrifice d'une victime émissaire. Et il y a cette phrase d'Hannah Arendt aussi qui est dans votre livre, l'extraordinaire banalité du mal. Essayons de ne pas trouver que le mal est banal. Parce que finalement, c'est quand même, en ce moment, tout paraît normal. Donc, ouais, tout paraît normal et c'est un des enjeux, là, ça nous relance un peu, Joël, mais j'ai envie d'en parler parce que effectivement, ça me tient à cœur. C'est que l'extraordinaire banalité du mal, Hannah Arendt en parle dans Eichmann à Jérusalem, où elle raconte l'histoire de Adolf Eichmann, qui est en charge de la logistique des trains pour les camps de la mort. Et comme beaucoup de nazis, il s'enfuit en Amérique du Sud après la guerre pour essayer d'y couler des jours en loose day, mais il est rattrapé par Tsahal, l'armée israélienne, qui va faire son procès dans les années 60 à Jérusalem. Et Israël a envie de faire le procès du nazisme et de montrer que le nazisme, c'est le mal. Et donc, ils invitent la télé, les médias, les journalistes, les écrivains, tout le monde. C'est un procès à ciel ouvert. C'est pas à huis clos. Et ils interrogent, ils passent au grill Adolf Eichmann. Ils le font parler, et plus ils parlent, plus ils se rendent compte qu'en fait, il n'est même pas vraiment méchant, quoi. Il a juste appliqué le protocole. C'est juste un pauvre type, ouais. Il voulait juste que les trains arrivent à l'heure. Et il le dit comme ça. Et aujourd'hui, de partout, vous avez des gens qui veulent juste que les trains arrivent à l'heure. Et ils se réfugient derrière ce que Hannah Arendt a appelé Amtssprache. Je le prononce peut-être pas bien, mais c'est langage de bureau, langage bureaucratique. Mon chef m'a dit de faire ci. Et il y a beaucoup de gens qui refusent leurs propres responsabilités. Vous entrez dans un commerce, ils vous disent, ah non, mais je suis obligé, il faut que je fasse le pass sanitaire. Vous êtes obligé à rien du tout. Et aujourd'hui, tous les gens qui appliquent sont dans l'extraordinaire banalité du mal et une certaine lâcheté. Et donc, les résistants, tous résistants dans l'âme, c'est ceux qui ont su dire non et qui ont repris leur souveraineté et leur autonomie pour décider de ce qui était juste et de ce qui n'était pas. Bon, ben, j'espère qu'on va le rester résistant dans l'âme. Il faut que la peur, elle change du camp. Merci beaucoup, Louis Fouché. Merci beaucoup, Joël. Pas de chevrotine,
pas de ciguë, de strychnine. On continue. On termine. À toutes les époques qui sont passées, on a donné des noms dans 20 ans. On appellera ça comment? La grande peur. Il faut que la peur, elle change de camp. On termine.